Bonjour tout le monde, nous sommes le vendredi 19 juin et pour ouvrir le journal du jour, nous allons parler de Bradley Barcola qui est fortement courtisé, on parle de Liverpool, on parle d'Arsenal. Est-ce que l'ailier du Paris Saint-Germain qui fait d'excellents débuts durant cette Coupe du Monde pourra rester à Paris? Est-ce qu'il devra rester à Paris? On en parlera. On parlera aussi du match du Canada, un véritable carton, un bain de sang face au Qatar. Il y a néanmoins une mauvaise nouvelle, une blessure, on y reviendra. Le Mexique, première équipe qualifiée de cette Coupe du Monde 2026 pour les phases finales. Ils ont obtenu leur qualification grâce à un succès face à la Corée du Sud. Et on parlera également d'une affaire d'hymne, question de faire la prolongation de la vidéo d'hier où je chantais les louanges de Thomas Tuchel. Et bien Tuchel prouve une nouvelle fois que c'est un sélectionneur top avec une prise de position que tous les fans de foot devraient applaudir. Enfin, on terminera avec un point sur les crampons, les maillots, les équipementiers de manière générale pour cette Coupe du Monde 2026. On a une étude Footpack qui est sortie sur plus de 1000 joueurs sur toutes les sélections, c'est hyper carré et ça permet de se donner une bonne idée de l'état du marché entre Nike, Adidas, Puma et évidemment les autres challengers, mais vous allez voir, ils pèsent pas bien lourd. C'est le dernier journal de la semaine, installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. J'ai eu mal à parler, journal du jour. Arsenal fait de Barcola sa priorité et Liverpool est sur le point de formuler une grosse offre également. L'information vient d'un côté de Sky Sports, de l'autre de The Independent, c'est relayé en France par Eurosport. Et ces deux sources qui sont à l'origine des rumeurs sont particulièrement solides, elles n'ont pas l'habitude d'avancer n'importe quoi. Donc il va falloir vous faire une raison. Barcola, ça va être un des gros sujets d'animation du mercato estival. Est-ce que le Paris Saint-Germain peut le retenir ? Théoriquement, oui, parce que Barcola, vous le voyez, il est sous contrat jusqu'en 2028, sauf que le PSG n'a pas pour habitude depuis Luis Enrique et Luis Campos de retenir les joueurs contre leur volonté, donc si Barcola veut partir, à mon avis, il y aura matière à négocier. La question qui pèse lourd, du coup, c'est à combien ça va négocier. Officiellement, il est estimé à 70 millions d'euros, mais le PSG n'étant pas spécialement vendeur, la concurrence s'activant entre des grands clubs sur le profil de Barcola, le fait qu'il soit jeune, le fait qu'il n'y ait pas tant de joueurs qui évoluent au poste d'ailier gauche qui soient exceptionnels et disponibles sur le marché, fait que selon moi, Barcola, si ça part entre guillemets qu'à 70 millions d'euros, ce ne sera pas une grande victoire pour le Paris Saint-Germain. Je pense que le PSG peut en tirer davantage. Mais vous savez quoi ? Je serais un peu dévasté si Barcola partait du Paris Saint-Germain, d'autant plus s'il fait une bonne Coupe du Monde, parce qu'à mon sens, il est vraiment utile pour l'effectif de Luis Enrique. Il a été très critiqué cette saison par certains supporters parisiens, mais Barcola, c'est un joueur qui a une utilité, ne serait-ce que par rapport à son profil. Je vais même pas revenir sur le fait que ce soit un joueur de qualité, pour moi c'est une évidence, mais par son profil, parce qu'il offre en possibilité dans ta boîte à outils, c'est crucial pour Paris. C'est un mec qui peut davantage exploiter les espaces, qui a une vitesse que peu ont dans l'effectif, et finalement quand t'as du Kvaratskhelia, quand t'as du Désiré Doué, évidemment t'es bien doté, mais un Barcola ça t'offre des possibilités tactiques différentes. Et puis surtout il faut pas oublier que le Paris Saint-Germain est un club extrêmement ambitieux qui veut gagner la Ligue 1, la Coupe de France, la Coupe d'Europe. On voit de plus en plus de compétitions qui se déroulent en parallèle comme la Coupe du Monde des clubs. Tout ton effectif est fait d'internationaux, donc quand il y a une CAN tu perds du joueur, quand il y a une Coupe du Monde tes joueurs sont fatigués, quand il y a un Euro, tes joueurs sont fatigués. C'est pas comme un club qui aurait des joueurs non internationaux. Tout ça pour vous dire que le PSG a besoin d'avoir du rap derrière, a besoin d'avoir un premier entrant offensif de qualité. Donc la question c'est aussi pour Barcola. Est-ce que Barcola doit partir ou pas ? Quel serait le meilleur choix pour lui ? À mon sens, rester au Paris Saint-Germain serait tout sauf un mauvais choix parce qu'il est bien payé, parce qu'il est dans la meilleure équipe du monde, parce que même quand il n'est pas titulaire, il a beaucoup de minutes de jeu vu là où est engagé le Paris Saint-Germain. Reste que les top joueurs veulent débuter les top matchs, c'est peut-être ça le sujet, et que partir serait pas non plus délirant. Il pourrait être titulaire à pas coup sûr, on n'est jamais sûr dans le football, mais à grande chance. Et Liverpool comme Arsenal, ce sont des clubs prestigieux, très compétitifs, ils joueraient tous les week-ends en Première Ligue. Donc franchement, affaire à suivre, mais Barcola a des choix de roi, des choix luxueux à faire.
Grosse raclée collée et CV déposé. La raclée collée, c'est par le Canada face au Qatar. Vous voyez le score 6-0, c'est une dinguerie. Et le CV déposé, c'est pour Jonathan David. Le triplé va lui faire du bien alors que durant ce mercato estival, son avenir devrait se décider. Pour rappel, il a rejoint la Juve, mais tout ne se passe pas exactement comme prévu du côté du club de la Serie A. Voici les compos qui étaient alignés pour cette rencontre. Le Qatar réduit à 10 à la 33e, puis à 9 à la 53e. Tu fais la moitié du match à 2 de moins, évidemment, faut pas en attendre grand chose, mais on va aller sur la mauvaise nouvelle. Il y a Koné qui a été blessé extrêmement gravement au cours de la rencontre sur un contact qui peut sembler anodin, mais double fracture du tibia péroné apparemment. Ça veut évidemment dire fin de compétition, mais là où c'est surtout dramatique, c'est qu'on n'est pas prêt de le revoir sur un terrain de football. Il va avoir besoin de temps, donc force à lui, c'est vraiment la mauvaise nouvelle. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qui reste à décrypter sur cette rencontre ? Avec l'infériorité numérique, il n'y a pas grand chose à en tirer pour être parfaitement honnête avec vous. Alors oui, Jonathan David a eu une quantité astronomique d'occasions, donc forcément il met son triplé. Oui, le milieu de terrain du Canada n'a jamais paru aussi fort parce qu'ils ont profité de l'avantage numérique. Même leurs latéraux avaient des boulevards devant eux. Donc finalement, regardez-moi ces statistiques, 4,60 expected goals à 0,22, 32 tirs à 2, c'est du délire, quasiment 60% de possession. Finalement, c'était plus un match rigolo qu'autre chose. Si on regarde le groupe B a une hiérarchie qui se respecte, Canada et Suisse sont mes deux favoris, le dernier match les départagera et je suis curieux de voir qui fera le troisième entre la Bosnie-Herzégovine et le Qatar. La première équipe qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026 est là, il s'agit du Mexique, premier du groupe A avec 2 victoires, un 2-0 face à l'Afrique du Sud pour ouvrir le mondial chez eux et désormais à 1-0 face à la Corée du Sud. En fait, je pense que la stratégie pour le Mexique, c'est de jouer contre des équipes qui ont du Sud dans le nom, ça leur réussit. Voici les compos qui étaient alignés et je remercie énormément Romo d'avoir marqué au retour des vestiaires parce que finalement ça a débloqué le match. Enfin, je remercie plutôt le gardien sud-coréen d'avoir complètement raté sa prise de balle, avoir relâché le ballon et donné l'occasion parce que la première mi-temps était soporifique. Si vous regardez qu'un match par jour de la Coupe du Monde, j'espère par pitié que vous n'avez pas choisi celui-là parce que autant la seconde mi-temps était intéressant avec Kang In Lee notamment qui a aidé pas mal à pousser, une Corée du Sud qui avait besoin de revenir au score, qui était agressive et une fin de match où vraiment ils ont eu matière à faire de belles choses, autant sur la première mi-temps c'était une purge absolue. C'est une rencontre finalement qui fait partie des mauvais matchs de Coupe du Monde. C'était pas forcément couru d'avance parce que la Corée du Sud ça a pu donner des choses intéressantes, le Mexique aussi. Mais ce qu'on retient à l'issue de cette phase de poule, c'est finalement le Mexique qualifié, bien évidemment, et aussi un Mexique qui fait un clean sheet durant ces 2 premières rencontres, aucun but encaissé, et sur les statistiques de la rencontre, ils ont concédé avec la Corée du Sud qui a poussé, mais que 9 tirs, 0,91 expected goals, c'est pas non plus dramatique. Bref, un match à oublier, disons-le très clairement. Tous les héros ne portent pas des capes et Thomas Tuchel fait partie de cette catégorie. Il rend un grand service aux fans de football. Il a particulièrement râlé en fait lors des hymnes de l'Angleterre parce qu'il y avait un mur de photographes qui était tellement présent proche des joueurs que malgré sa grande taille, il arrivait à peine à voir au-dessus eux pour réussir à voir ses propres joueurs sur l'écran géant et se rendre compte un petit peu de comment ça se passait. Alors évidemment, ça lui a totalement gâché le moment, donc il s'est plaint et il faut se rendre compte de la dinguerie quand même de ce dispositif médiatique, la pression que ça met sur les joueurs. Déjà que tu as un stress incroyable quand tu commences un match de Coupe du Monde, vous allez me dire ça fait partie du métier des joueurs bien évidemment, mais ça a toujours un impact, on le sait, mais en plus quand tu te retrouves à avoir un moment de communion où tu chantes l'hymne de ton pays qui est censé être un moment, je vais pas dire sacré, mais je pense que vous avez un peu l'idée et que vous avez un objectif de photographe collé à votre nez, c'est juste une dinguerie. Et finalement Thomas Tuchel a réussi à obtenir de la FIFA avec sa plainte le fait que le dispositif va être modifié. Et finalement moi ça m'amène une réflexion un peu plus large, c'est le fait qu'on a de plus en plus des Coupes du Monde qui semblent pensées pour les écrans, pour les spectateurs qui sont en dehors du stade. On va avoir les murs de photographes, on va avoir de plus en plus de dispositifs pour bien filmer les matchs, on va avoir les pauses fraîcheurs qui sont là pour diffuser des pubs à la télévision et vous savez ce qui se passe pendant ces pauses fraîcheurs ? Il y a des huées dans les stades aux États-Unis parce que évidemment tout le monde trouve ça scandaleux. Donc
Donc c'est bien qu'on prenne un petit peu de recul parfois et qu'on mette des garde-fous dans cette situation qui devient de plus en plus absurde. Thomas Tuchel, un entraîneur et un sélectionneur top. Quelle marque domine la Coupe du Monde côté maillot et côté crampons? Footpack a sorti une très grosse étude avec plus de 1000 joueurs et toutes les sélections analysées. Et vous allez le voir, il y a une énorme domination entre Nike, Adidas et Puma, mais surtout, les cartes sont en train d'être redistribuées. On commence avec les crampons. Vous vous rendez compte que effectivement, Nike, Adidas, Puma, ça pèse quasiment 93% du marché, c'est énorme. Et Nike sont devant avec quasiment 43% du marché, juste devant Adidas. Mais là où c'est intéressant, c'est que vous voyez l'évolution. Nike, c'était 62% des crampons des joueurs en 2018, 50 en 2022 et désormais 42. C'est Adidas qui a la trajectoire inverse et ce sont eux qui grignotent la marque à la virgule. Ça confirme ce qu'on voit avec les contrats qu'on commande durant toutes les saisons régulières pour les joueurs en club. Ce sont des pertes majeur du côté de Nike qui subit de plus en plus la concurrence agressive. Alors Nike a encore des stars, vous pouvez le voir, on peut parler de Mbappé, on peut parler de Haaland, on peut parler d'Olysée, on peut parler de Ronaldo, mais finalement même pour Mbappé, on sait qu'en ce moment il y a pas mal de discussions, donc on est face à un marché des crampons qui est dynamique, la concurrence est féroce et Nike recule un petit peu. Du côté du maillot, là on n'a pas évidemment un millier de joueurs, on a 48 sélections à analyser et ça nous donne 7 état des lieux avec cette fois Adidas qui domine carrément Nike alors que la Coupe du Monde se tient aux États-Unis, 14 sélections, 29% avec comme top l'Argentine, l'Espagne ou encore l'Allemagne. Nike reste juste derrière avec 25%, Angleterre, France, Brésil, les USA aussi, ça compte évidemment pour eux, un peu comme l'Allemagne compte pour Adidas, et Puma 23%, donc qui talonne Nike avec le Portugal et le Maroc. Le reste c'est très dispersé. Je vous laisse les gros chiffres qui résument bien les choses et qui ont été publiés une nouvelle fois par Footpack. Félicitations à eux pour le travail parce qu'ils sont spécialisés là-dedans, ce sont les seuls à le faire et ils le font très bien. Terminé pour le journal du jour. Cet après-midi, je pense avoir un petit sujet équipe de France. Alors ce sera pas une vidéo d'avant-match étant donné que le match entre la France et l'Irak sera quand même dans pas mal de temps et que pour être totalement transparent avec vous, j'ai lu dans la presse qu'on allait pas avoir Kylian Mbappé aligné dans un premier temps. J'ai lu dans un second temps que finalement Didier Deschamps allait reconduire une équipe quasiment type. Je lis à peu près tout et son contraire et je me dis que d'ici lundi, on a le temps d'avoir pas mal de modifications de versions dans la presse et peut-être que Didier Deschamps lui-même n'a pas encore acté ses choix. Donc je vais faire un focus sur un joueur, je vous dis pas lequel, mais c'est un sujet qui me tient à cœur parce que finalement, je vais beaucoup parler au cours de la Coupe du Monde des joueurs les plus médiatisés. Mbappé va encore mettre une valise de buts, j'en doute pas, et il y aura toujours des sujets sur le jeu, donc on va en parler. Olysée, je vais évidemment faire mon forcing parce que je suis un gros forceur, mais il y a d'autres joueurs qui sont cruciaux pour l'équipe de France, dont on parle bien moins. C'est pas une vidéo qui fera beaucoup de vues, mais après tout, on s'en fout un petit peu. Allez, je vous donne rendez-vous aux alentours de 17h, qui fait bien votre journée, salut.